Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dernière vidéo de l'année qui concerne les cols entre guillemets du lundi sur l'induction et plus précisément les lois de l'induction. Donc ici, on va étudier un premier exemple classique donc qui va nous permettre de mettre en place un schéma de principe d'un haut-parleur grâce à un dispositif de rail de Laplace. Alors, ici, on nous dit donc qu'on considère le dispositif suivant qui modélise un haut-parleur, un rail de Laplace, donc CD ici, de longueur A, alimenté par un générateur de tension sinusoïdale à vide E de t égale E0 cos oméga t, une inductance propre du circuit qui est de L, une résistance de R, et le rail de Laplace est fixé donc à un ressort de constante de raideur K et à une membrane non représentée ici, qui transmet à l'air ses vibrations, ce qui provoque l'apparition d'une force de frottement fluide. Donc là, on a typiquement en fait le schéma de principe d'un haut-parleur, c'est-à-dire une membrane qui va vibrer dans l'air, transmettre des vibrations mécaniques à l'air et créer donc le signal acoustique. Et cette membrane est mise en mouvement sous effet d'induction. Et on a au fait un dispositif mobile dans un champ magnétique. Le mouvement est créé par une tension sinusoïdale qui est à l'image du son que l'on a envie de transmettre à l'air. Et donc, eh bien, maintenant, on va se proposer de mettre en équation ce problème. Alors, ici, on a dans l'idée qu'on va étudier ce qu'on appelle un couplage électromécanique, c'est-à-dire qu'on va convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, au départ, quand on nous demande, et c'est ce qu'il faut faire dans la plupart des problèmes d'induction, de déterminer les équations électriques et mécaniques du système, ça veut dire que la toute première chose qu'on va devoir faire, eh bien, c'est travailler sur le flux magnétique traversant le circuit. Alors, ici, on a deux flux. Le flux extérieur, donc, qui vaut la double intégrale sur tout le circuit de B scalaire ds, et on a le flux propre, qui vaut, on le sait, L fois I. Donc ici, je fais le choix de considérer l'inductance comme étant associée à un phénomène d'induction, et je vais donc l'associer à un générateur fictif. Alors, le flux extérieur, B scalaire ds. Ici, on constate que la surface du circuit, c'est A fois X. Alors, je refais un schéma ici un petit peu plus grand pour mettre ceci en évidence. Donc là, j'ai l'axe des Y. Ici, j'ai l'axe des X. J'ai l'axe des Z qui sort comme ceci. Et donc, le rail ici en bas, hop, qui sera la partie mobile, c'est ce qui va nous permettre de définir le flux. Alors, le champ magnétique B sort ici. Et au vu de l'orientation de la surface, donc la règle de la main droite me dit que le vecteur surface, S, ce sera A fois X sur EZ. Donc, avec le flux extérieur qui vaut A fois, double intégrale de B scalaire ds, le champ qui est uniforme, et le vecteur surface qui vaut A fois X sur EZ, eh bien, je vais trouver que ici, le flux extérieur vaut B fois A fois X. Donc là, j'ai obtenu le flux lié au champ magnétique extérieur, champ uniforme, et le flux propre qui vaut L fois I. Alors, ce que je vois apparaître ici, c'est évidemment que le flux va varier avec la position de la barre. Plus la barre se déplace vers la droite, plus le flux augmente, parce que la surface du circuit augmente dans un champ magnétique uniforme. Plus la barre se déplace vers la gauche, plus eh bien, le flux diminue. Et on sait que le phénomène d'induction va s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si la barre se déplace vers la droite, et que le flux est en train d'augmenter, le circuit va essayer de créer un champ magnétique qui va tendre à diminuer le flux total le traversant. Donc pour diminuer le flux, il faudrait créer un champ qui va à l'encontre de B. Et donc faire passer un courant induit
qui ira à l'encontre du courant existant dans le circuit. Si à l'inverse, on déplace la barre vers la gauche, à ce moment-là, le courant induit, donc compté positivement sur le schéma, ira dans ce sens-là. C'est-à-dire que le circuit va essayer de renforcer le flux, alors qu'il est en train d'observer une baisse de celui-ci. Alors, pour traduire ceci mathématiquement, là j'ai fait un petit peu de physique, alors quand vous avez des exercices de ce type, il ne faut pas hésiter à essayer d'interpréter directement les résultats que vous allez obtenir à l'aide du principe de modération ou de la loi de Lenz. En effet, ce sera très apprécié au cours d'un oral que vous mettiez un petit peu de physique dans vos équations dès le début. Alors, la loi de Faraday est la loi qui va nous permettre de définir les FEM associés à chaque variation de flux. Donc ici, on pourrait définir une FEM associée au flux extérieur, avec la FEM Ext qui vaudrait moins d phi x sur dt qui vaudrait moins b fois a fois x point. Et puis on aurait la FEM propre, EP, qui vaudrait moins dérivée du flux propre par rapport au temps, qui vaudrait moins L di sur dt. Donc on se retrouve ici avec deux FEM. Une FEM extérieure et une FEM d'auto-induction. Alors, une fois qu'on a mis en place ceci, eh bien on peut tenter d'établir l'équation électrique en représentant le circuit équivalent. Alors, quels éléments est-ce qu'on va faire apparaître dans le circuit équivalent? On va faire la liste ici, donc l'inductance propre, ça apparaît déjà sous l'effet du flux propre, ici. Il nous reste une résistance et un générateur de tension à vide, petit e. Donc je vais avoir ici un premier générateur, le générateur lié au phénomène d'inductance propre, et le générateur lié au phénomène de variation du flux extérieur. Je rajoute à ceci une résistance. J'oriente les dipôles selon leur fonctionnement. Donc ici, évidemment, tous les générateurs sont en convention générateur. Et la résistance sur laquelle je vais appliquer la loi d'Ohm, je vais la placer en convention récepteur pour pouvoir écrire UR égale RI. Donc là, j'ai représenté le circuit équivalent. Circuit électrique équivalent. Une fois ce circuit représenté, eh bien, j'applique la loi d'émail à ce circuit. Alors, on rappelle que la loi d'émail nous dit que la somme algébrique des tensions rencontrées le long d'une maille orientée, ici orientée par l'intensité I, est nulle. Autrement dit, on va avoir E plus EP plus Ext qui vaudra UR. On remplace, alors pour l'instant petit e, on va le laisser tel quel. EP moins L di sur dt. Ext moins b fois a fois x point, qui vaudra UR, autrement dit RI. Je réagence un petit peu les termes si je veux. Je peux dire que E moins b fois a fois x point vaudra RI plus L di sur dt. Donc là, qu'est-ce qui va se passer au final pour l'équation électrique? Eh bien, j'obtiens un circuit RL alimenté par la FEM E plus une FEM qui va venir atténuer les effets de E, dont la tension à vide est moins BA fois la vitesse de la barre.
Donc là, j'ai obtenu l'équation électrique. Je vais maintenant essayer d'obtenir l'équation mécanique. Pour obtenir l'équation mécanique, je vais me poser la question du type de mouvement. Souvent, quand j'ai des mouvements de translation à un seul degré de liberté, je peux partir soit sur une approche énergétique, soit sur un principe fondamental de la dynamique. Si j'ai un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, je vais penser au théorème du moment cinétique. Donc ici, j'ai un mouvement de translation de la barre, donc je sais que je peux partir sur le principe fondamental de la dynamique pour obtenir l'équation du mouvement. Donc le système que je considère, ce sera la barre CD de masse petit m. Je me place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et je réalise un bilan des forces. Et donc sur ce bilan des forces, je vais avoir... Alors, je reprends le schéma précédent. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est la barre CD. Je vais avoir le poids qui va, alors si on suppose le système de rail de Laplace horizontal, on va avoir le poids qui va s'enfoncer ici dans le plan de la feuille, qui va être exactement compensé par la réaction normale des deux rails qui va sortir du plan de la feuille. Je vais avoir donc la force de rappel élastique. Alors ici, si on suppose, on va le faire parce qu'on nous donne pas de... On nous donne ici un ressort. Donc on va supposer que le point d'attache est ici. La longueur à vide L0, on l'a fait apparaître de manière arbitraire ici. Et ici, on aurait la longueur L. Alors ça, ce serait une première option. Sinon, comme on ne nous donne pas de longueur à vide, on peut aussi faire l'hypothèse. On sait que c'est la même chose à un changement d'origine près. On va supposer que le ressort a une longueur à vide nulle. Alors, vous voyez, ça reviendrait au même que de décaler l'origine pour la mettre un petit peu où on veut. Donc là, en l'absence d'indication de l'énoncé, je suppose que j'ai un ressort un peu particulier qui me donne une longueur à vide nulle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? À paramétrer la force de frottement F qui vaut moins lambda V. Si je suppose que j'ai déplacement vers la droite, la force de frottement va se situer vers la gauche. Alors, maintenant, je vais mettre en place toutes les forces. Alors, ici, je vais avoir, comme je l'ai dit, RNP qui se compense. J'ai la force de Laplace que je vais traiter après. Donc, j'ai la force de rappel élastique qui vaut moins K L moins L0 U ressort masse. Ici, vecteur unitaire UX. Qui vaudra, alors là on va poser directement, moins KX UX. J'ai la force de frottement qui vaudra moins lambda V, qui vaudra moins lambda X point UX. Et puis, je vais avoir la force de Laplace pour finir. Donc ici, je sais que la force de Laplace qui s'exerce sur la barre, c'est l'intégrale de CAD de IDL vectoriel B, avec DL un déplacement infinitésimal le long de la barre. Là, je vois que pour me déplacer de CAD, je me déplace de DY selon EY. Donc, je vais obtenir I DY vectoriel B EZ intégré de CAD. Le champ B est uniforme, I est constant, enfin I est, selon la RQS, I est la même en tout point de la barre. Donc je vais obtenir I fois A fois B
EY vectoriel EZ qui donne EX, donc I fois A fois B, sur EX. Il me reste à appliquer le principe fondamental de la dynamique pour obtenir l'équation mécanique. Alors le principe fondamental de la dynamique, il va m'apporter que M fois X point point, je travaille directement en projection sur l'axe des X, vaut moins lambda X point moins KX plus IAB. Je vais la réécrire ici. Donc l'équation mécanique agencée entre guillemets correctement me donne mx point point plus lambda fois x point plus k fois x égale i fois a fois b. Alors vous allez sûrement vous dire que le changement d'origine opéré pour le ressort ici pose un petit peu problème. Parce qu'au départ j'ai supposé que j'avais l'origine en ce point pour calculer le flux. En fait, ça n'a pas d'impact sur la physique du problème, parce que ce qui m'intéresse au final, ça n'est pas le flux en tant que tel, mais ses variations. Or, comme je dérive x pour obtenir x point, eh bien la position de l'origine n'a plus d'importance non plus. Alors, une fois l'équation mécanique obtenue et l'équation électrique obtenue, je sais ici que le système va fonctionner en régime sinusoïdal forcé. Alors pourquoi est-ce que je le sais? Parce que j'ai ici une information qui me dit que E de t vaut E0 cos oméga t. Donc à partir du moment où je suis en train de poser une tension d'entrée sinusoïdale, eh bien je peux supposer qu'une fois les transitoires terminés, il va me rester uniquement des solutions sinusoïdales de même fréquence que le signal en entrée. Alors ceci, je peux le dire, parce que les équations différentielles qui dirigent le système sont des équations différentielles linéaires. Donc ici, on va pouvoir dire que une fois les régimes transitoires terminés, eh bien, je vais pouvoir travailler avec x complexe qui vaudra x max complexe exponentielle j oméga t, i complexe qui vaudra I max complexe exponentielle j oméga t, E complexe qui vaudra E max, alors je vais respecter les notations de l'énoncé, E0, ok, E0 réel, exponentielle j oméga t. Alors pourquoi est-ce que j'ai un réel ici? Parce que par définition, E est l'origine des phases. Alors, finalement, le passage en notation complexe me permet d'obtenir les équations électriques et mécaniques sous une forme un petit peu plus exploitable. Donc l'équation électrique, qui fait apparaître ici une équation différentielle d'ordre 1 et ici un terme de couplage électromécanique, va faire apparaître que E0 moins, alors on avait dit moins BAX point moins, donc moins J fois A fois oméga fois B fois X, donc fois XM, XM complexe ici, qui vaudra L dI sur dt, donc JL oméga, plus R, le tout fois IM. Alors ici, j'ai traduit l'équation électrique et j'ai directement simplifié les exponentielles j oméga t, pour gagner un petit peu de temps. Pour ce qui est de l'équation mécanique, eh bien j'obtiens que m x point point plus lambda x point plus kx, donc ça me fait m fois j oméga carré, donc
plus lambda x point, donc plus j lambda fois oméga plus k, le tout fois xm, égale i fois a fois b, donc ici im fois a fois b. Donc là, j'ai obtenu de nouveau un système équation électrique, équation mécanique. Mais je vais pouvoir maintenant facilement, entre guillemets, résoudre le problème. Alors, ici, ce qui va m'intéresser, c'est le lien entre la tension et l'intensité. Autrement dit, l'impédance du haut-parleur. Donc on va se proposer de déterminer l'impédance complexe du haut-parleur en simplifiant xm, l'amplitude complexe liée à la position de la membrane. Alors, pour simplifier, xm, le plus rapide, c'est d'utiliser l'équation mécanique ici et de réinjecter dans l'équation électrique. Alors, j'utilise l'équation mécanique. Donc, grâce à l'équation mécanique, j'obtiens que xm, complexe, c'est a fois b sur k moins m oméga carré plus j lambda oméga fois im. Ensuite, je réinjecte dans l'équation électrique. Et là, j'obtiens le fait que E0, j'isole E0 tout seul d'un côté, maintenant je sais que tous les autres termes vont dépendre de im. E0 vaut R plus JL oméga plus, alors j'ai passé ça de l'autre côté, J fois A carré B carré fois oméga sur K moins M oméga carré plus J lambda oméga fois IM. L'impédance complexe, ensuite, donc que je vais appeler Z pour le haut-parleur, eh bien je sais que c'est le rapport de la tension aux bornes du haut-parleur, tension complexe, sur l'intensité complexe traversant le haut-parleur. Donc le rapport de l'amplitude complexe de la tension sur l'amplitude complexe de l'intensité. Donc ici, j'obtiens tout naturellement que l'impédance du haut-parleur, c'est R plus JL oméga, donc ça c'est comme si j'avais un circuit RL classique, plus J fois A carré B carré oméga sur K moins M oméga au carré plus J fois lambda fois oméga. Voilà pour l'impédance complexe du haut-parleur. Alors, je peux scinder cette impédance en deux sous-parties. Donc, une partie, on peut dire électrique pure, donc associée à un dipôle RL en série, et une partie liée à un couplage électromécanique, qui fait apparaître notamment les caractéristiques mécaniques du haut-parleur. Donc là, on voit qu'on a K, M, lambda, et qu'on a le terme lié au couplage, la longueur de la barre, et B. Alors, maintenant qu'on a obtenu cette impédance, eh bien, on a une partie purement électrique, donc et une partie mécanique qui ont été identifiées. Alors là, on nous donne un indice pour la suite.
On sait que l'impédance qui est obtenue ici, qu'on appelle impédance motionnelle, eh bien, elle est associée à trois impédances que l'on aurait disposées en parallèle. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc, on va essayer maintenant d'interpréter cette impédance motionnelle. Alors, pour cela, on va passer à la question, sur la question combien 3. C'est la question 2, ça. Hop, on va passer à la question 3, donc l'interprétation de l'impédance motionnelle. Alors, on sait que l'impédance donc motionnelle liée au couplage électromécanique, elle vaut J fois A carré fois B carré fois oméga sur K moins M oméga au carré plus J lambda fois oméga. Ok. Et donc, on nous dit que cette impédance, c'est lié à une association parallèle de trois impédances. Or, quand il y a association parallèle, on sait que Y, donc l'admittance, qui vaut l'inverse de l'impédance, eh bien, c'est la somme des inverses des impédances mises en jeu. Donc ici, si on a trois impédances en parallèle, on va chercher trois termes comme ceci. Alors, on exploite ce résultat. Donc ici, on va identifier plusieurs termes. On va trouver que 1 sur l'impédance motionnelle, c'est K sur J A carré B carré fois oméga, plus, enfin moins, bon, on va laisser moins comme ça, moins M oméga carré sur J A carré B carré fois oméga, plus J lambda oméga sur J A carré B carré oméga. Alors, derrière, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour un condensateur, je vais prendre un peu plus de place. « 1 sur ZC vaut 1 sur JC oméga, autrement dit, vaut J fois C fois oméga. Donc si j'ai un terme qui est de la forme J oméga fois une constante, eh bien je sais que j'aurai affaire à un comportement capacitif. Ça tombe bien. Ce terme-là, après simplification, me donne, alors j'ai J oméga ici, j'ai moins oméga carré ici. Donc moins oméga carré, on rappelle que ça vaut J oméga fois J oméga. Donc j'obtiens J oméga fois M sur A carré B carré. Donc là, qu'est-ce que j'identifie? J'identifie instantanément que le terme lié à la masse, c'est un terme lié à la présence d'un condensateur de capacité C, c'est motionnel finalement, qui vaudra M sur A carré B carré. Alors, je sais une autre chose, je sais que si j'ai affaire à un moment donné à un comportement inductif, donc il y a une bobine, 1 sur l'impédance d'une bobine me donnera une forme en 1 sur J fois L fois oméga. Ça tombe bien. Ici, j'ai ce terme qui vaut 1
sur J oméga fois A carré B carré sur K. Donc j'ai obtenu un comportement inductif motionnel tel que l'inductance vaudra A carré B carré sur la constante de Raeder K. Et puis il me reste un comportement résistif à identifier. Pour une résistance, je sais que ZR vaut 1 réel. Donc 1 sur ZR vaut 1 réel aussi. Je constate qu'ici, j'ai les J oméga qui vont se simplifier. Et donc je vais finir par obtenir, voilà, ici 1 sur ZR vaut 1 sur R. Je vais obtenir ici lambda à ce niveau-là, A carré B carré ici. Donc je vais obtenir une résistance motionnelle encore une fois, si on veut, qui vaudra A carré B carré sur lambda. Donc là, vous voyez, je me suis débrouillé pour obtenir et identifier une inductance, une capacité et une résistance que j'associe au haut-parleur. Donc je sais maintenant que le haut-parleur se comporte comme un circuit RL classique associé en série avec une association en parallèle de R mode, C mode et L mode, pour motionnel. Alors, ici je vais représenter le circuit électrique équivalent, donc ça va être l'objet de la question suivante. Le circuit électrique qui correspond au haut-parleur, donc on sait que le haut-parleur est alimenté par le générateur de tension à vide petit e. Ensuite, j'ai une partie électrique pure ici, alors je vais la représenter en bleu, hein, parce que j'ai déjà utilisé le violet un peu plus tard. Ok. Donc j'ai une partie électrique pure composée d'une résistance et d'une bobine en série, et j'associe cette partie électrique pure à 3 impédances en parallèle. Le condensateur, M sur A carré B carré, de capacité M sur A carré B carré. Hop. La bobine, donc la bobine, on avait dit d'auto-inductance A carré B carré sur K, ici. Et puis la résistance, A carré B carré sur lambda. Donc là, j'ai obtenu l'impédance motionnelle du haut-parleur, ici. Donc l'impédance liée au couplage électromécanique. Alors on demande finalement de réaliser un bilan de puissance sur le circuit. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On reprend l'équation électrique, l'équation mécanique, et on essaie de tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, E moins BAX point vaut RI plus LDI sur DT. Alors, on sait que pour réaliser un bilan de puissance sur une loi d'émail, on multiplie simplement par I. Donc, on va obtenir E fois I moins BAX point fois I
qui vaudra RI carré plus LDI sur dt fois I. LDI sur dt fois I, on rappelle que ça vaut d sur dt de 1 demi de L fois I au carré. Avec L, 1 demi de Li carré, l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Donc, cette première partie du bilan de puissance, eh bien, on peut l'interpréter très simplement. En disant que la puissance délivrée par le générateur plus la puissance associée à la FEM d'induction, donc en englobant le signe moins ici, ça vaut la puissance dissipée par effet Joule plus la puissance fournie à la bobine. Donc là, on a le bilan de puissance électrique. Le bilan de puissance mécanique, on part donc de l'équation mécanique, mx point point plus lambda x point plus kx, qui vaut, donc ici on a dit, en regardant le second nombre, I a fois B. Dans le cas du PFD, on constate que si on multiplie une force par une vitesse, on obtient la puissance. F scalaire V, c'est la puissance associée à une force. Donc ici, on va multiplier par x points. Vous voyez, à chaque fois, on multiplie par le terme analogue à une vitesse. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Mx point point fois x point. Plus lambda x point au carré, plus kx x point, égale I fois A fois B fois x point. Mx point point fois x point, on sait que c'est d sur dt de 1 demi de x point au carré. Donc c'est la dérivée de l'énergie cinétique de la barre par rapport au temps. Lambda x point, on ne peut pas trop l'intégrer, donc lambda x point carré. Hop. Kx point, on sait que c'est d sur dt de 1 demi de k fois x au carré. Donc c'est la dérivée de l'énergie élastique par rapport au temps, qui vaudra I fois A fois B fois x point. Alors, ici, on va analyser les termes dans l'ordre. Donc ça, c'est la puissance mécanique. Donc c'est la dérivée de l'énergie cinétique. Donc ça va être voilà, la puissance cinétique fournie à la barre. Ici, lambda x point au carré, eh bien ça va être la puissance dissipée par les frottements. Et ici, eh bien ça va être la puissance fournie au ressort, donc associée à l'énergie potentielle élastique. Hop. Donc ça va être la puissance associée au ressort. Et ici, eh bien, on a la puissance de la force de la place. Alors, qu'est-ce qu'on constate?
Ben, on constate que la puissance associée à la FEM, c'est l'opposé de la puissance des actions de Laplace. Donc la puissance des actions de Laplace, c'est ce qui a permis de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc le couplage électromécanique apparaît ici. Si on va un petit peu plus loin, donc on voit que si on passe BA fois X point fois I de l'autre côté, on obtient la somme de tous les termes, entre guillemets, mécaniques du bilan de puissance. Donc on peut conclure en disant, de manière très simple ici, que la puissance fournie par le générateur ça vaut la somme de la puissance dissipée par effet Joule, de la puissance, de la dérivée de l'énergie magnétique stockée dans la bobine, de la dérivée de l'énergie cinétique de la barre par rapport au temps, de la dérivée de l'énergie potentielle élastique associée au ressort, plus la puissance dissipée par les frottements. Donc, si on fait le bilan, on voit que le couplage électromécanique a simplement servi à convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique avec un taux de conversion de 100%. Et donc la puissance délivrée par le générateur a été dissipée par effet Joule, dissipée sous l'effet des frottements. Encore on veut créer un haut-parleur. Le haut-parleur a pour but de créer des vibrations de l'air, donc on veut créer du frottement ici. On a la dérivée de l'énergie magnétique stockée dans la bobine par rapport au temps, la dérivée de l'énergie cinétique de la barre par rapport au temps, et la dérivée de l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc les deux termes ici pourraient être regroupés sous une seule énergie. Ce serait l'énergie mécanique de la barre, du rail mobile. Ceci conclut le premier exercice, un petit peu long, parce que j'ai beaucoup détaillé, qui ressemble à un exercice qui a été posé il y a peu de temps aux oraux de Naval en MP. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.